Ne reste pas là avec cet air de chien battu, Camille. La voix de ma mère a tranché le crépitement du feu comme une lame de rasoir. Honnêtement, tu passes ton temps à quémander. C'est humiliant. Nous étions dans la salle à manger du chalet familial à Megève. Le lustre jetait des reflets mouvants sur le cristal des verres, l'air embaumait le pain haut de gamme et la cire d'abeille. Mon grand-père, Armand, venait de distribuer 3 enveloppes. En ouvrant la mienne, je découvris un chèque de 20 000 euros. Avant même que mon cerveau n'enregistre le chiffre, ma mère, Patrice, me l'arracha des mains. Elle eut un rire sec, cassant ce genre de son qui vous tord les entrailles. « Oh, papa, arrête ton cirage », dit-elle en agitant le chèque comme une vulgaire publicité. « Tu sais bien que ça provient d'un vieux compte clos. Ne leur donne pas de faux espoirs. » Mon frère, Mathieu, ne prit même pas une seconde de réflexion. Il froissa son chèque en boule et le projeta d'un geste désinvolte au cœur des flammes. « Bien tenté, papy », grinça-t-il avec ce mépris qui lui servait de personnalité. Ma sœur Élodie gloussa et l'imita, regardant le papier s'embraser. Moi, je ne bougeais pas. Je fixais Armand. Il semblait minuscule dans son fauteuil à oreilles, ses mains tremblantes, son corps en dentelle. Mais soudain, durant un battement de cils, je le vis, un clin d'œil, si furtif que j'ai cru l'avoir imaginé. Je restai de marbre. Je ramassai mon chèque là où ma mère l'avait jeté, le pliai soigneusement et le glissai dans ma poche. Mon visage était neutre, mais mon cœur battait à se rompre les côtes. Dites-moi, avez-vous déjà été la seule personne dans une pièce à connaître la vérité, tout en devant vous taire pour simplement survivre? J'aimerais beaucoup connaître votre version. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Le chèque posé sur la table de nuit, j'attendis que l'aube vienne teinter la neige d'un mauve presque blessé. À 9 heures pile, je franchis les portes de la banque. Je snobai la file d'attente et me dirigeai droit vers le guichet de Sophie, une femme que plus rien ne semblait étonner. « Je voudrais vérifier la provision », dis-je. Ma voix était calme, mais mes mains étaient de glace. Sophie ajusta ses lunettes et commença à tapoter sur son clavier. Elle fronça les sourcils, s'arrêta, recommença. Je retins mon souffle. J'attendais le rire. J'attendais qu'elle me dise que c'était une plaisanterie, une preuve supplémentaire que ma mère avait raison de me moquer. « C'est valide », dit-elle en tamponnant le bordereau. « Les fonds sont disponibles immédiatement. Voulez-vous un reçu ?» Je fixai le ticket qu'elle me tendit. Solde actuel, 20 412 euros. Les 412 euros étaient à moi, le fruit de mes piges en freelance. Les 20 000 appartenaient à Armand. C'était réel. Assise dans ma voiture sur le parking, je restai de longues minutes à contempler ce morceau de papier. Pour ma famille, cette somme n'était rien. Mes parents devaient dépenser cela en vin lors d'un bon mois. Mais pour moi, c'était de l'oxygène. Et plus que ça, c'était une preuve. Pour comprendre la profondeur de la blessure, il faut comprendre le rôle de l'argent chez les Morel. Chez nous, l'argent n'était pas une monnaie, c'était une arme. On m'avait toujours dit que nous étions à l'aise. Pourtant, dès que j'avais un besoin concret, un ordinateur pour mes études de design, des cours de soutien, les caisses étaient soudainement vides. Il y a 2 ans, je vivais dans un studio humide à Lyon qui sentait la poussière et la litière. Je mangeais des pâtes au beurre 5 soirs par semaine parce que je devais payer mes licences Adobe moi-même pour survivre. J'avais demandé un petit prêt à mon père, Philippe. Juste 2 000 euros pour changer ma carte graphique. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes sans monture, l'air condescendant. « Camille, on ne distribue pas de l'argent par pur plaisir. Tu dois apprendre la valeur du travail. Si tu ne peux pas financer ton petit passe-temps artistique, il est peut-être temps de trouver un vrai métier. » 2 jours plus tard, Mathieu garait un Range Rover flambant neuf devant la maison. 80 000 euros. Il n'avait pas d'emploi. Juste un concept d'incubateur tech qui ne voyait jamais le jour. Quand j'en avais parlé à ma mère, elle m'avait balayé d'un revers de main. C'est une question d'image, Camille. Mathieu doit paraître crédible s'il veut attirer des investisseurs. C'est un investissement. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas la fibre des affaires. Cette phrase, tu n'as pas la fibre des affaires, c'était leur refrain. Leur cage.
Il me disait aussi qu'il gérait le fonds de ma grand-mère. 680 000 euros, laissés spécifiquement pour moi dans une fiducie protégée. Il prétendait que j'étais trop créative pour gérer une telle somme. Qu'il me protégeait de l'inflation. Dans ma voiture gelée, tout devint soudainement limpide. Le Range Rover. Les vacances sans fin. L'argent englouti dans les échecs de Mathieu. Ce n'était pas l'argent de la famille. C'était le mien. Il ne me protégeait pas de l'inflation. Il protégeait leur train de vie de ma propre émancipation. Je regardai le reçu une dernière fois. Au lieu du soulagement, je ressentis une clarté glaciale. Ils pensaient que je n'étais qu'une artiste, quelqu'un qui ne faisait que colorier. Ils oubliaient que mon métier consistait à remarquer ce qui cloche. Mon métier, c'était de voir la structure derrière l'illusion. Pour la première fois de ma vie, je cessai de les voir comme mes parents. Je les vis comme une erreur de design. Et j'allais corriger le fichier. Je roulais jusqu'à la propriété d'Armand. Pas le grand chalet, mais sa résidence privée, une petite bâtisse en pierre nichée dans les bois. Ma mère l'évitait, prétextant que ça sentait le vieux livre et le chien mouillé. La porte n'était pas verrouillée. Je le trouvai dans son bureau, face à la fenêtre. Il n'avait plus l'air fragile. Il avait l'air d'un homme qui attendait son heure. « Tu es allé à la banque » dit-il sans se retourner. « C'est passé » répondis-je depuis le seuil. 20 000 euros. Armand se tourna lentement. Ses yeux étaient vifs, un bleu perçant, rien à voir avec le regard embrumé qu'il affichait devant mes parents. « Pourquoi » demanda-t-il. « Parce que je voulais savoir si quelqu'un dans cette famille avait encore une colonne vertébrale. Mathieu a brûlé la sienne. Élodie aussi. Pas toi. » Il désigna le fauteuil en face de lui. « Assieds-toi, Camille. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'ils ne s'aperçoivent de ton absence. » Je m'exécutai. « L'héritage, dis-je à voix basse. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas ? » Armand soupira bruyamment. « Je le crains. Ta grand-mère t'a laissé cet argent. Philippe m'a assuré que tu avais choisi d'en différer la perception. Il m'a montré des mets, soi-disant de toi, disant que tu n'étais pas prête. Je n'ai jamais envoyé ces mets, dis-je, la voix presque plate. Mais je le sais, maintenant. » Armand hocha la tête. « Moi aussi. Mais savoir ne suffit pas. Il me faut des preuves. » Il s'adossa. « Je suis vieux, Camille, mais je ne suis pas sénile. Si je les accuse sans bille, ils me feront interdire avant la fin de la semaine. Ils parlent déjà de mise sous tutelle. » Mon téléphone vibra dans ma main. Un SMS de ma mère. « T'es où ? Mathieu a besoin du logo pour son pitch à midi. Arrête d'être égoïste. » Je montrai l'écran à Armand. Il eut un rictus. « Égoïste, dit-il. C'est leur mot préféré pour te définir, non ? Si je ne file pas droit, ils me coupent les vivres, dis-je. Ils paient mon forfait, ils se sont portés garants pour mon bail. » Armand fut catégorique, « Laisse-les faire. » Je levai les yeux vers lui. « Tu as 20 000 euros, maintenant. Ça veut dire que tu es libre. » Je regardai à nouveau le message. Mathieu a besoin de ce logo. Pendant des années, j'avais réagi au quart de tour. Je dessinais leur carte de vœux, leur logo, leur site gratuitement. Pendant qu'ils souriaient en disant que mon travail était mignon, mais pas une vraie carrière. Je tapais un seul mot. Non. La réponse fut immédiate. Les 3 petits points de suspension dansèrent nerveusement à l'écran. Pardon ? À qui crois-tu parler ? Petite ingrate. On te loge, on te nourrit. Tu fais ça, ou ne prends même pas la peine de venir dîner. Quelque chose bascula dans ma poitrine. Ce n'était ni de la peur, ni de la culpabilité. C'était comme retirer un manteau trop lourd que j'aurais porté toute ma vie. Armand se pencha vers moi. « J'ai besoin de ton aide. »« Je t'écoute. »« Je vais convoquer un conseil de famille, » dit-il. « Je vais leur annoncer que je veux transmettre le domaine par anticipation. Mais avant cela, j'exige un audit financier de ton fonds. Et je veux que tu sois là. » « Ils vont mentir, répliquai-je.
Ils vont produire de faux documents. Je sais, répondit Armand avec un sourire en coin. C'est exactement là-dessus qu'on compte. Il n'en dit pas plus. Il ne me demandait pas de les affronter. Il me demandait d'observer. De les laisser se détruire tout seuls. Mon téléphone vibrait encore. Incapable. Paresseuse. Boulet. Je l'éteignis et plongeai mon regard dans celui de mon grand-père. Je marche. Le plan était d'une simplicité absolue. Armand décrocha son téléphone et appela mon père, en haut-parleur. Philippe, dit-il en laissant filtrer juste assez de fatigue dans sa voix. J'ai réfléchi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je veux vous transmettre le patrimoine maintenant, pour éviter les frais de succession trop lourds. À travers le haut-parleur, je pouvais presque entendre mon père saliver. Papa, c'est très sage, répondit Philippe. On peut passer tout de suite signer ce qu'il faut. Pas encore, coupa Armand. Mon notaire, maître Dubois, insiste sur un audit préalable. Une simple formalité. Apportez les relevés du fonds de Camille à son cabinet demain à midi. Dès qu'il valide, les 20 millions du domaine sont à vous. Silence. Un blanc lourd, étouffant. Bien sûr, finit par dire Philippe, la voix un peu serrée. Nous avons tous les documents. Nous serons là. Armand raccrocha. Maintenant, murmura-t-il, on attend. Je ne perdis pas mon temps. J'ouvris mon ordinateur. Depuis 10 ans, j'étais le support technique officieux de la famille. Je configurais leur téléphone, réparais leur Wi-Fi, gérais leur sauvegarde cloud. Ils ne changeaient jamais leur mot de passe car c'était trop compliqué, et ils ne se souciaient pas que je puisse voir quoi que ce soit. Ils me voyaient comme l'intendance. Et on ne cache rien à l'intendance parce qu'on part du principe qu'elle n'est pas assez maligne pour comprendre. Je me connectais au compte cloud familial. Pendant 1 heure, rien. Puis la panique commença. Les notifications de synchronisation apparurent en temps réel. C'était comme observer le maquillage d'une scène de crime depuis un satellite. Upload, relève-bas banque-bas modèle. JPEG upload, fond fiducie brouillon 1. Docs upload, fond fiducie V2. PDF. Ils étaient aux abois. Ils n'avaient pas les relevés puisque l'argent s'était envolé. Alors ils faisaient la seule chose qu'ils savaient faire. Ils inventaient une réalité qui les arrangeait. À 23h45, le fichier final apparut. Relève-bas fond-bas final. PDF. Je le téléchargeai. Pour un œil profane, c'était parfait. Le logo de la banque. La bonne adresse. Une mise en page sobre. Un solde affiché de 680 000 €. Crédible. Sauf que je ne suis pas une personne normale. Je suis graphiste. Je passe 12 heures par jour à fixer des polices de caractères, des espacements et des grilles de composition. Pour moi, un document n'est pas une information, c'est une équation mathématique. J'ouvris le PDF dans Illustrator et je zoomai. 300%. 600%. 800%. C'était là. L'arrogance des amateurs. C'est ce que les psychologues appellent l'effet du Dunning-Kruger, être trop incompétent pour réaliser sa propre incompétence. Mes parents pensaient que le graphisme consistait à faire de jolis dessins. Ils ne respectaient pas le métier, alors ils n'en connaissaient pas les règles. Ils n'avaient pas la bonne police. La banque utilise une typographie propriétaire. Un poids spécifique de San Francisco ou de Helvetica selon l'année. Mais les chiffres du solde, surtout le total, étaient en Arial. J'activai la grille magnétique. L'alignement était bancal. Le « si » de 600 000 flottait 3 pixels plus haut que le symbole de l'euro. Le crénage, l'espace entre les lettres était irrégulier. C'était un copier-coller de débutant. Ils avaient pris un vrai relevé, effacé le montant dérisoire, et tapé un chiffre plus gros par-dessus avec une police système par défaut. C'était paresseux. C'était insultant. Et c'était exactement ce qu'il nous fallait. Je vérifiai les métadonnées. Créé, hier, 23h42. Application, Adobe Photoshop CS6. Auteur, MacBook Pro de Philippe.
Ils n'avaient pas seulement menti. Ils avaient laissé une empreinte digitale indélébile. Ils étaient si sûrs d'eux, si certains qu'Armand était sénile et moi stupide, qu'ils m'avaient tendu l'arme du crime avec leur nom gravé sur la crosse. J'enregistrai le fichier sur mon disque externe. Puis le rapport des métadonnées. Je regardai Armand. Ils ont mordu à l'hameçon. Est-ce qu'ils ont bien travaillé, demanda-t-il. Non, répondis-je en refermant mon écran. Ils ont utilisé de l'Arial. Armand sourit. On se voit au cabinet. La salle de réunion de Maître Dubois était conçue pour intimider, murs de verre et acajou poli, perché au 20e étage d'une tour lyonnaise. Dehors, une tempête de neige balayait la ville, transformant les rues en un flou blanc. À l'intérieur, tout était feutré, presque inquiétant. J'étais assise dans un coin, mon ordinateur sur les genoux. Maître Dubois occupait le bout de la table. C'était le genre d'homme qui mesure la vie en honoraires facturables, et pour une fois, il ne disait rien. Armand était à ses côtés. Enveloppé dans un gilet de laine, il paraissait fragile, ses mains tremblant légèrement sur la table. À midi pile, les doubles portes s'ouvrirent. Mes parents entrèrent comme s'ils montaient sur un yacht privé. Patrice arborait un manteau de fourrure qui coûtait sans doute plus cher que mes 4 années d'études. Philippe suivait, ajustant son costume sur mesure avec l'assurance irritante de ceux qui pensent que le monde leur est redevable. Aucun des deux ne m'adressa un regard. Pour eux, je n'étais pas là. J'étais un meuble, un accessoire technique. Désolé pour le retard, annonça Philippe en s'affalant dans un fauteuil. Il ne semblait pas désolé. Il ressemblait à un homme qui avait déjà dépensé l'héritage dans sa tête. Les routes sont impraticables, ajouta-t-il en faisant glisser un dossier relié sur la table. Mais nous avons tout apporté. La comptabilité complète, dit Philippe avec un sourire de requin. Tu seras content, papa. Le fonds a même fructifié. On est un peu au-dessus des 700 000. Nous avons géré ça avec prudence, bien sûr. Pour l'avenir de Camille. Armand ne toucha pas au dossier. Il ajusta ses lunettes, laissant ses mains trembler juste assez pour valider son rôle. Mes yeux, les chiffres se brouillent. Je peux résumer, proposa Patrice en tendant la main vers le classeur. Non, trancha Armand en faisant un signe vers moi. Camille, mets ça sur l'écran. Je veux que ce soit grand. Clair. Détaillé. Philippe hésita, puis se détendit. Pour lui, je n'étais que le support technique. Vas-y, dit-il. Alors que je branchais mon câble, Patrice se pencha vers moi et siffla, ne casse rien. Et essaie de ne pas nous faire honte. Ne t'en fais pas, répondis-je calmement. Je maîtrise le visuel. Le document s'afficha sur l'écran géant. 680 000 €. Sobre. Pro. Convaincant. Tout est en ordre, affirma Philippe. Armand se pencha en avant. C'est impressionnant, en effet. Je laissai le silence s'installer. Puis je pris la parole. Vous avez toujours dit que le design, c'était juste faire des dessins, dis-je. Laissez-moi vous montrer ce que c'est réellement. Je zoomai. Le montant du solde explosa sur le mur. Ceci, dis-je en pointant du doigt, flotte 3 pixels au-dessus de la ligne de base. C'est une erreur de manipulation. Une grille rouge apparut sur le document. Puis des tracés bleus. Arial Regular, continuai-je. Une police système. Créée sous Photoshop CS6. Pas de licence typographique bancaire. Je superposai un second jeu de chiffres en vert. Et voici la police officielle utilisée par la banque. Le crénage est différent. Les courbes sont différentes. La structure est différente. Je me tournai vers eux. Votre document est un faux. Un froid polaire tomba sur la pièce. Vous n'avez pas obtenu ce document auprès de la banque, dis-je d'une voix monocorde. Vous l'avez fabriqué. Et vous l'avez mal fait. Elle ment, hurla Patrice. Demandons au fichier, répliquai-je. Les métadonnées s'affichèrent en grand. Créé, hier soir. Application, Adobe Photoshop CS6. Auteur, MacBook Pro de Philippe.
Le visage de mon père se vida de tout son sang. Vous avez falsifié un document bancaire, dis-je. C'est un délit. Patrice hurla et se jeta sur son téléphone. Allez-y, dit Armand, sa voix redevenue ferme comme l'acier. Appelez qui vous voulez. Il se redressa. J'ai demandé à Camille d'auditer le compte parce que je savais déjà que vous aviez pris l'argent, dit-il. J'avais juste besoin d'une preuve irréfutable. La voix de Philippe n'était plus qu'un murmure. On a juste emprunté, pour Mathieu. Maître Dubois ouvrit son dossier. Clause de non-contestation, lut-il à haute voix. Toute manœuvre frauduleuse entraîne la déchéance des droits successoraux. Il referma le classeur. Vous ne venez pas seulement d'avouer le détournement de 680 000 euros, dit-il calmement. Vous venez de vous exclure d'une succession de 20 millions d'euros. La sécurité les escorta vers la sortie. En passant devant moi, Patrice me saisit le bras. On est à famille. Non, dis-je doucement. Je suis juste l'intendance. Et l'intendance vient de démissionner. Plus tard, Armand posa une main sur mon épaule. Tu es en deuil, dit-il. La clarté coûte cher. Elle te coûte tes illusions. Il avait raison. 6 mois plus tard, le chalet fut vendu. L'argent fut remboursé. J'ai ouvert mon propre cabinet spécialisé dans l'expertise de documents et l'analyse médico-légale numérique. Armand et moi avons passé Noël sous les tropiques. Ma mère m'a appelé la semaine dernière. J'ai coupé la sonnerie et je me suis remise au travail. La compétence ne fait pas de bruit, mais elle règle les comptes définitivement.